un petit point d'orgue sur ce qu'on a dit la fois passée, puisque au fond, le but, c'était d'arriver à une définition qui nous donne une position fondamentale qui permette de travailler tous les domaines de la rhétorique en n'en excluant aucun et en ayant la définition la plus intégrative qui soit. Et au fond, le but des leçons que je donne, c'est de montrer la force de cette définition et en quoi elle permet de capturer l'ensemble du champ rhétorique. Alors, souvenez-vous de cette définition, la rhétorique, c'est la négociation de la distance entre les individus, et ethos et pathos, l'orateur et l'auditoire, sur une question donnée qui est capturée par le logos. Alors on a vu qu'on pouvait redéfinir la notion de distance par la problématicité de la question, qu'on pouvait articuler la rhétorique et l'argumentation comme étant deux techniques qui servent à résoudre des problèmes, la première étant de mettre les problèmes sur la table et l'autre sous la table, et on retrouve l'opposition entre la rhétorique et l'argumentation, c'est-à-dire le fait que dans l'argumentation, on traite une question frontalement, parce qu'on ne peut pas l'éviter, tandis que dans la rhétorique, grâce à l'élégance, l'éloquence et le style, on parvient à avaler la question et à faire comme si elle était résolue de ce simple fait. Et on retrouve donc cet art de bien parler qui consiste à faire passer des réponses alors même que les questions n'ont pas été explicitées, elles sont sous-jacentes. Et on l'a vu à propos du parfum, mais on aurait pu prendre n'importe quelle autre publicité pour expliciter la chose. Donc on a cette définition qui nous oblige aussi à redéfinir, puisque le questionnement est central, qui nous oblige à, au fond, à repenser les trois éléments mis sur un pied d'égalité, l'éthos, le pathos et le logos. Et on a vu que l'éthos, c'était une manière de répondre, que le pathos, au fond, c'était un porteur de problème qu'il adresse à l'orateur et qu'il demande à l'orateur de résoudre. Et le logos, c'est le langage par lequel s'exprime la différence question-réponse d'une manière plus ou moins penchant plus vers la question, plus vers la réponse selon le contexte, mais la question est toujours sous-jacente avec une force implicite plus ou moins grande. Donc voilà ce que nous avions établi la fois précédente, et nous pouvons maintenant aller un petit peu plus loin et compléter la définition, si vous voulez, en partant du fait que la rhétorique et l'argumentation que l'on regroupe sous la même étiquette la rhétorique avec un grand R, ou la rhétorique au sens large, c'est que, au fond, la manière dont on opère en général, elle est toujours soit sur la question elle-même, donc qu'on doit traiter ou que l'on avale, ou etc., ou bien sur la distance. Et cela vous explique un phénomène tout à fait banal, mais qui pose question quand on y réfléchit un petit peu, c'est le fait que souvent dans une argumentation, même dans un discours rhétorique, on passe de ce qu'on appelle l'adrème à l'adominem. L'adrème, c'est traiter la question en elle-même. Est-ce qu'il faut mettre une centrale nucléaire au milieu du Collège de France? Bon, question idiote, il est vrai, mais on pourrait admettre que c'est une question dont on va débattre. Donc, évidemment, on va débattre de cette question, et ni vous ni moi ne sommes impliqués. Mais on peut imaginer qu'à court d'arguments, on se porte sur la notion de distance entre des individus, puisque c'est consubstantiel à la définition. Et quand vous attaquez la distance, vous attaquez évidemment les individus. Et c'est pour ça qu'on passe de l'adrème à l'adominem. Et pourquoi peut-on passer de l'un à l'autre? Parce qu'au fond, il y a un principe qui est sous-jacent à tout usage du discours, c'est ce qu'on appelle le principe d'adhérence. Je suis le discours que je tiens. D'ailleurs, remarquez bien que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il se sent mis en cause, il se sent mis en question. Et donc on peut très bien, quand on est à court d'arguments au niveau de l'adrème, eh bien on peut passer à l'adominem en disant mais enfin vous qui êtes-vous pour me donner des leçons sur tel point ou sur tel autre point, et de telle sorte que le passage de l'adominem, de l'adrème à l'adominem se fait toujours parce qu'on est à court d'arguments sur la chose même, et on passe de l'un à l'autre parce que l'on sait bien qu'il y a ce principe d'adhérence qui fait en sorte que
l'individu est tout entier dans ses propos. Et d'ailleurs, on vexe les gens si on n'est pas d'accord avec eux, dans une certaine mesure. Donc on voit bien que, en rhétorique, le passage de l'adrème à l'adominem est constant, même s'il reflète un manque d'arguments parfois, puisque l'on se porte sur la personne. Alors, voilà, si vous voulez, ça va nous être utile parce que quand on étudie l'argumentation et la rhétorique, on a toujours cette double dimension qu'il faut intégrer, c'est-à-dire l'adrème et l'adominem. On ne peut pas étudier des arguments simplement en étudiant, comme on le fait parfois dans certaines écoles qui se penchent sur la rhétorique, comme l'école d'Amsterdam. On ne peut pas ignorer la dimension ad hominem et faire comme si les arguments en eux-mêmes étaient convaincants, indépendamment des gens auxquels on s'adresse ou qui les tiennent. Ce n'est pas possible, c'est une illusion, et c'est une illusion de rationalité qui est une illusion totalement fausse et qu'il faut mettre sur le côté. Il y a ce passage qui se fait de manière constante entre les deux. Bon, maintenant que nous avons véritablement notre définition, que nous voyons comment on joue dessus, je vous ai parlé d'argumentation, je voudrais vous montrer que, au fond, l'argumentation et la rhétorique manifestent une profonde unité. Que veut-on dire par une profonde unité? C'est que malgré les différences, c'est le même mécanisme, c'est la même démarche, c'est le même processus intellectuel qui est à l'œuvre en rhétorique et en argumentation, qui fait qu'on peut parler de rhétorique au sens large. En fait, on peut trouver une loi d'unité qui est une loi, si vous voulez, de l'adrème et une loi qui traduit cette correspondance dont j'ai parlé entre l'adrème et l'adominem. Ce sont ces deux lois qui donnent à la discipline son unité profonde et donc qui brisent l'éclatement dont nous étions pleins la fois précédente. Je vais prendre un exemple et vous allez tout de suite voir que la manière dont nous procédons traduit cette unité. Imaginons, je dis à mon fils, il fait froid, mets ton manteau. Bien sûr, je peux le traduire rhétoriquement et je peux le traduire argumentativement. Argumentativement, je peux dire, il fait froid, donc tu mets ton manteau. Le temps qu'il fait est un argument, une raison pour mettre son manteau. Je peux aussi ne pas utiliser la formule argumentative et simplement m'en tenir à une expression rhétorique et dire « il fait froid », ça revient à dire qu'il faut mettre son manteau. Ou bien « il est 1h », ça revient à dire qu'on passe à table. Les deux propos ne sont pas équivalents, ils sont rhétoriquement équivalents. On sait bien, entre l'heure et le repas, ou entre le froid et le manteau, il n'y a pas d'équivalence logique. Et c'est une équivalence rhétorique, c'est-à-dire que l'un est un argument pour l'autre, si vous voulez une lecture argumentative, ou bien dire l'un est identique à dire l'autre, si vous voulez vous placer sur le plan rhétorique. Nous pouvons donc, si vous voulez, passer du plan rhétorique au plan argumentatif. Je l'ai dit, c'est pas toujours utile de le faire. On ne le fait que si la question est explicitement posée et nous est envoyée dans les gencives. Par exemple, mon fils ne m'écoute pas. Il ne met pas son manteau. Et je dis, écoute, il fait froid, c'est absolument nécessaire que tu mettes ton manteau. Ou bien, c'est vraiment, il y a une excellente raison pour le faire, tu as vu le temps qu'il fait. Donc, le fait que je recours à la formule argumentative est évidemment lié au fait que la question se pose avec plus de force. Mais, évidemment, d'un point de vue strictement théorique, et non pas pragmatique et d'usage, d'un point de vue strictement théorique, l'argumentation et la rhétorique sont équivalentes. Et la loi d'unité, on peut la dire, eh bien, c'est la suivante. C'est que, au fond, il y a rhétorique lorsque, d'une manière figurative, je ne réponds pas à une question qui pourrait être la question littérale, mais j'en soulève une autre et je renvoie à la réponse de cette autre. Voilà. Si quelqu'un me demande quelle heure il est, je dis, il est 1h. Voilà, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de rhétorique, c'est fini, j'ai répondu à la question, elle a disparu. Maintenant, je dis, il est 1h, mais personne ne m'a posé la question. Donc, Q1 est la question qui correspond à R1, donc il est 1h. Et en fait, c'est pas Q1 dont je traite, c'est une autre question.
La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il est 1 heure, en général. C'est donc Q2. Et R1 va être l'argument pour R2, passons à table, ou bien, si vous voulez le traduire argumentativement, R1 qui renvoie à Q2, donc R1 implique R2. Et donc l'argumentation, c'est une implication, c'est une inférence d'une réponse par rapport à une autre, mais pas n'importe laquelle. Elle repose sur une question qui est sous-jacente, qui n'est pas dite et qui est suggérée. D'où on retrouve ces idées bien connues en rhétorique que le rapport du figuré et du littéral est constitutif de la rhétorique. Mais ce n'est qu'une partie. Ce rapport du figuratif et du littéral fonctionne soit comme une implication en argumentation, soit comme quelque chose qui est un peu le redoublement ou la traduction qui brise l'écart qui est créé par la figurativité en rhétorique. Peu importe comment on va s'exprimer en termes d'écart, en termes d'implicite, en termes d'inférence qui n'en est pas une parce qu'on peut être à la marge du discours littéraire. Ce qui compte évidemment, c'est de voir que le rapport d'une réponse à une autre est soit rhétorique, soit argumentée, parce qu'il y a une autre question qui est sous-jacente, qui n'est pas dite et qui n'est pas la question qui est littérale. Donc cette loi d'unité, c'est la loi de l'adrème. Et puis je vous ai dit, il faut une équivalence au niveau de la dominem. Alors elle est très simple, c'est que la différence qui est traduite par le logos doit recouvrir la différence entre l'orateur et l'auditoire. Si vous voulez, on pourrait dire que DL, un indice de différentialité, un opérateur de différence, delta L est égal à la différence delta de ethos moins pathos, c'est-à-dire la différence entre l'ethos et le pathos. Et quand ça ne se recouvre pas, c'est-à-dire quand je ne parviens pas à traduire la différence argumentativement, je passe évidemment à la dominem. Voilà. Donc, si vous voulez, ces deux lois sont des lois d'unité où la rhétorique et l'argumentation trouvent, si vous voulez, leur fondement. Alors, bien sûr, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas négliger que, même s'il y a des correspondances, et on va les trouver entre la rhétorique et l'argumentation, il y a quand même des différences fondamentales qui sont fondamentales jusqu'à un certain point et que l'on va trouver dans le logos et qu'on va trouver aussi dans l'éthos et dans le pathos. La théorie à laquelle je vous convie, c'est une théorie dans laquelle, au fond, on va avoir une nouvelle théorie du logos, une nouvelle théorie de l'éthos et une nouvelle théorie du pathos qui tient compte de tout ce que l'on a dit. La première chose que je voudrais dire, c'est on va parler d'argumentation et on va parler d'arguments. C'est que, au fond, lorsqu'on essaye de faire le catalogue des arguments ou des inférences, on est bien embarrassé parce qu'on se trouve, comme pour les figures de style, donc comme pour la rhétorique au sens strict, on se trouve devant une certaine forme d'arbitraire du catalogue, une certaine scolastique. Combien y a-t-il d'arguments ? Alors, si on écoute Aristote, il y a une forme argumentative qui est typique de la rhétorique, c'est ce qu'il appelle l'antimème, c'est-à-dire ce qui vient de soi, thumos, c'est ce qui vient de soi, l'antimème, c'est-à-dire ce qui vient donc de l'orateur, et c'est un raisonnement auquel il manque toujours une prémisse ou une conclusion. Pourquoi ? Parce que souvent les prémices ne sont pas dissibles ou sont fausses ou sont improbables et la conclusion est plus convaincante si on laisse à l'interlocuteur le soin de la tirer. Donc ça, c'est la forme, si vous voulez, qu'il privilégie. C'est une forme de syllogisme, mais auquel il manque quelque chose. Un syllogisme tronqué, imparfait. De nouveau, si vous regardez la grande différence entre un syllogisme logique et un syllogisme rhétorique, la différence est à trouver dans le questionnement. Parce que si je dis Socrate a le visage rouge, donc il a de la fièvre, mais il aurait pu boire trop de vin ou il aurait pu aller au soleil. Donc, en fait, la conclusion demeure problématique. Et pour éviter qu'une conclusion soit problématique, comme vous le savez, il n'y a pas 36 manières d'agir. Il faut ajouter 2 prémisses,
toujours l'une qui empêche toute question sur le sujet et l'autre qui empêche toute question sur le prédicat. Alors on est sûr qu'il n'y a aucune question qui est dans la conclusion. Si je vous dis tous les hommes sont mortels, je vous dis il n'y a pas de question possible concernant le prédicat attribué à l'homme. Et je vous dis Socrate est un homme, donc je vous donne une vérité sur le sujet, pas de question. Donc s'il n'y a pas de question possible sur le sujet et s'il n'y a pas de question possible sur le prédicat, forcément la conclusion découle logiquement. Un antimème, il ne met pas toutes les prémices, donc il laisse les questions ouvertes. On peut s'interroger. Un exemple très simple, oublions Socrate. Prenons un exemple très simple. Vous êtes en forêt et vous êtes avec quelqu'un, un ami, et puis au loin vous voyez des cordes enroulées, mais vous pensez que ce sont des serpents. Et vous dites, attention, les serpents sont venimeux. Et votre ami continue sa marche comme si de rien n'était. Ça veut dire, en fait, qu'il a mis en question deux choses possibles. Soit que les serpents sont venimeux, c'est-à-dire le prédicat, soit que ce qu'il voit au loin, ce sont des serpents. Donc, en clair, si vous ne mettez pas les prémices comme dans un raisonnement syllogistique logique, eh bien, vous aurez une ouverture sur le sujet et une ouverture sur le prédicat. Donc, la personne qui continue son chemin, malgré l'avertissement que vous lui adressez, il fait quelque chose de particulier. Il considère ou bien que vous vous trompez sur le prédicat ou que vous vous trompez sur le sujet. Certes, ce sont des serpents, mais dans cette forêt-là, ils ne sont pas dangereux. Ou, certes, les serpents sont dangereux, mais ce ne sont pas des serpents, ce sont des cordes. Donc vous pouvez continuer votre chemin. Dans un syllogisme logique, vous évitez ce genre de questions en mettant une prémisse et une autre, et les deux couvrent et le sujet et le prédicat, la conclusion est nécessaire. Voilà ce qu'Aristote nous apprend. Bon, très bien. Vous voyez, nous le réinterprétons en termes de logos interrogatif. Mais Aristote n'est pas le dernier mot, comme vous le savez, sur le raisonnement qui existe en argumentation. Il y en a d'autres, et les deux probablement les plus connus, et qui ont, si je vous dis, pignon sur rue, c'est d'abord mon vieux maître Perelman, qui classait les arguments en trois grandes catégories, les arguments quasi-logiques, les arguments qui sont fondés sur la structure du réel, et ceux qui fondent la structure du réel. Alors, les arguments quasi-logiques sont des arguments formels. Un sou est un sou, ça veut juste dire le contraire, c'est le début de la fortune. Donc, ce genre de raisonnement quasi-logique, ce sont des tautologies qui ne le sont qu'en apparence et qui en réalité suggèrent le contraire. Mais c'est pas simplement ça, les arguments quasi-logiques. Ce sont des arguments qui reposent, par exemple, sur le souci d'éveiller la contradiction chez l'interlocuteur ou de retravailler l'identité des notions. Donc, c'est déjà très vaste. Les arguments qui sont fondés sur la structure du réel sont évidemment des raisonnements qui reproduisent une structure causale, inférentielle, dans la réalité. Et puis, les arguments qui fondent la structure du réel, c'est ce qu'Aristote appelait jadis l'induction, ou l'analogie, ou l'exemplification. C'est un cas particulier qui va nous servir à inférer le réel dans sa généralité et à nous mettre, par exemple, en garde contre ce qui peut se produire sur base d'exemples. Alors, le cas qui est le plus célèbre, c'est, méfions-nous de Napoléon qui veut garder ses armées au retour de la campagne d'Italie, parce que tous les militaires, comme Lycurgue ou comme Pisistrate, qui ont voulu, ou César, qui ont gardé leur garde prétorienne, ont fini par prendre le pouvoir et s'instaurer en tyran. Et c'est vrai de Napoléon également. Donc, on voit bien que l'argument qui fonde la structure du réel, c'est un argument par analogie, une induction, une exemplification. Alors, quand on regarde le détail de l'analyse de Perelman, on est quand même frappé par, par le mélange de l'adrem et de la dominem, par le mélange de tas de raisonnements qui, en général, sont distingués. Et donc, je pense que cette structure argumentative nous livre quand même une cote mal taillée et qu'on ne peut pas, on ne peut pas en rester là.
L'autre grand théoricien de l'argumentation, c'est Stephen Toulmin. Alors lui, il a un système algorithmique qui fonctionne toujours parce qu'il ne souffre pas d'exception, puisque c'est un système dans lequel le passage des prémices aux conclusions se fait moyennant les exceptions dont on tient compte et qu'on exclut, et en incluant le fondement et le fondement du fondement pour être sûr que ça marche. Donc, par exemple, en théorie juridique, c'est la loi et puis la pertinence de la loi. Donc, on redouble. Donc, forcément, c'est un raisonnement qui est logique. Le raisonnement argumenté, c'est un raisonnement qui est logique, mais qui est logique avec, comment je veux dire, une structure où il n'y a pas d'orateur, il n'y a pas d'auditoire, ça fonctionne, donc c'est le principe d'un algorithme, comme une machinerie. Moi, je crois, si vous en êtes d'accord, qu'on doit s'en tenir à ce que nous avons développé jusqu'à présent, si vous en êtes d'accord. C'est-à-dire, nous savons que la relation rhétorique est fondée sur l'éthos, le pathos et le logos. Eh bien, voyons à quoi ça nous conduit d'un point de vue des types d'arguments et des classifications d'arguments. Et là, nous voyons que les choses sont beaucoup plus simples. D'abord, lorsque l'on voit l'éthos, le pathos et le logos, on est frappé d'une chose, c'est que c'est la source des principes fondamentaux de l'esprit humain. L'éthos, c'est l'identité, c'est le principe d'identité. Le pathos, c'est la contradiction, c'est le rapport à autrui dans la discussion plus ou moins contradictoire, c'est le principe de non-contradiction. Et le logos, c'est le principe de raison, troisième grand principe de la pensée humaine, et c'est un principe de causalité, c'est-à-dire de passage des questions aux réponses. Donc les trois grands principes de la pensée humaine se justifient interrogativement comme un principe de questionnement, un principe de réponse et un principe d'articulation des deux. Donc identité, contradiction et causalité, c'est en réalité, si vous regardez bien, les trois grands schèmes argumentatifs qu'on utilise. Alors, on peut les utiliser aussi sur le plan ad hominem, sans tomber dans ce logicisme cher aux anglo-saxons, qui veut que dès qu'on est dans l'ad hominem, on se retrouve plongé dans ce qu'ils appellent les fallacies ou les sophismes, c'est-à-dire c'est pas correctement, c'est pas logiquement correct. Alors il est vrai, mais c'est argumentativement très, très fort. Si vous dites à votre même enfant, si tu ne fais pas tes devoirs, tu ne regarderas pas la télévision, c'est pas un raisonnement logique, mais c'est un argument extrêmement efficace. Donc cet argument dit ad baculum, c'est-à-dire avec la menace du bâton, cet argument est évidemment une forme de causalité, mais où on est passé de l'adrème, c'est-à-dire si on met une centrale nucléaire au milieu du Collège de France, on va tous être irradiés, ça c'est la causalité adrème, parce que c'est dans l'ordre des choses, et vous avez une causalité de type ad hominem, qui, comme l'argument qui consiste, comme je viens de le rappeler, à menacer l'autre ou à invoquer les effets néfastes pour lui de son comportement ou de sa position théorique. Donc, on voit bien qu'il y a donc l'équivalent de l'identité, de la causalité et de la contradiction qu'on peut traduire en disant, en ad hominem, l'identité, ce sera la qualité de l'orateur, le logos, la causalité, ce sera, si vous voulez, l'implication. Et bon, et puis vous aurez, en termes de pathos, vous aurez la notion de valeur qui est très importante et qui fait que lorsqu'on discute avec quelqu'un, on fait toujours appel à des valeurs qui nous rapprochent ou on invoque les valeurs auxquelles on s'oppose. Et bien sûr, ces valeurs-là, comme je l'ai déjà dit la fois précédente, lorsqu'on est très proche, ces valeurs deviennent des passions. Donc, par exemple, lors d'un procès où on a assassiné un enfant, eh bien, on va jouer sur l'indignation. Par contre, si une pauvre dame a volé une salade à l'étalage, elle meurt de faim ou elle n'a pas d'argent pour nourrir sa famille, on va jouer au contraire la proximité, la complicité, la compassion. Donc, la proximité, la distance faible, va évidemment transformer les valeurs en émotions. Par contre, si la distance est forte, ça restera des valeurs. Donc on voit bien que, si vous voulez, on peut traduire ces principes en schèmes d'argumentation et bien sûr en argument ad hominem où on parlera non plus d'inférence mais d'implication. On se sent impliqué par ce qui est dit. Alors,
au moins, nous gardons notre vision globale avec cette distinction de l'éthos, du pathos et du logos. Nous avons donc, et quand vous relisez par exemple un petit texte merveilleux qui est très empoulé, mais parce qu'on peut mettre de l'ordre là-dedans et vous retrouverez ce que je vous ai dit aujourd'hui. Quand vous prenez le merveilleux petit livre de l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, je crois qu'il y a 39 cas où on parvient à éviter d'avoir tort ou de conforter son point de vue. Mais par exemple, tous les arguments qu'il donne, toutes les démarches, les procédés qu'il nous indique, sont en réalité des procédés qui jouent toujours sur l'identité. Par exemple, il prend l'exemple de l'honneur. Il dit l'honneur, mais je sais pas comme ça que je le définis. Donc on parvient à jouer sur l'identité des notions, ou bien la causalité, en tenant compte des effets à long terme, à court terme, pour les autres, pour soi, etc. Et donc tous les procédés qu'il met en évidence dans ce petit opuscule qui est très, très lu et qui a beaucoup de succès, en réalité reposent sur les schèmes argumentatifs que je vous ai expliqués et qui donnent la matrice de tous les autres. Mais au moins, on a une coque de rationalité qui nous permet de comprendre pourquoi on utilise ces types d'arguments. Donc, voilà, si vous voulez, ce qui est important de savoir pour l'argumentation. Il y a aussi une notion qu'il faut introduire, qui est fondamentale quand on parle du logos argumentatif, c'est la notion de lieu commun ou de topos, ou en grec pour pluriel topoi, c'est-à-dire, bon, alors, tout le monde le sait, on l'a souvent écrit, on l'a répété, la notion de topoi chez Aristote est une notion confuse dont on ne sait pas très bien les contours. Certains disent, enfin lui-même le dit, que c'est une règle d'inférence. Par exemple, si vous avez une identité, eh bien elle se véhicule de manière transitive aux arguments. Donc le topos serait une règle formelle. Mais c'est aussi un lieu commun au sens d'un savoir partagé. Et puis il dit aussi, c'est pour éviter le problématique, puisque c'est ce cas c'est des sentences dont souvent le contraire existe, mais des sentences qui sont tellement générales qu'au fond, elles réunissent tout le monde. Du genre, il vaut mieux être riche que pauvre, en bonne santé que malade, personne ne va évidemment le contester. Et ces lieux communs sont parfois des proverbes un petit peu moins triviaux, mais pas forcément. Alors, la question est de savoir, c'est quoi un lieu commun ? Eh bien, un lieu commun, malgré l'ambiguïté qu'il y a chez Aristote, c'est, si vous voulez, ce que j'appelle un réducteur de problématicité. On a vu les types d'arguments qu'on peut utiliser. Ces arguments vont de l'identité à l'opposition, et en passant par l'ajout de l'inférence. Eh bien, il est clair qu'ils n'opèrent pas à vide. Pour pouvoir convaincre quelqu'un, pour argumenter avec lui, et c'est bien sûr, je dois tenir compte de la question qui est problématique, plus ou moins problématique, à haute densité problématique ou à faible densité problématique, je dois en tenir compte, et pour ça, je dois m'appuyer sur un savoir qui est commun, qui peut être purement formel, ou au contraire, qui peut être nourri de ce que l'éthos, l'orateur, connaît, de ce qui est connu sur l'ordre des choses par la science, par exemple, le logos, ou bien ce qui est spécifique de l'interlocuteur et qui relève du pathos. Le passage du non problématique aux problématiques, qui transforme celui-ci en non problématique, eh bien, c'est le propre de l'argumentation. Donc, si vous voulez, le topos, le lieu commun, c'est ce qui, à la fois, réunit les interlocuteurs, qui peut être très général, quand on ne peut pas rentrer dans le détail, ou qui, donc, purement formel, ou qui est matériel, qui est puisé aux vertus de l'orateur, ou à la connaissance ou aux émotions de l'interlocuteur. Donc on voit bien que l'argumentation est finalement quelque chose qui se structure d'une manière extrêmement rigoureuse, et non pas avec ce modèle de la logique qu'on a toujours, qui est la norme absolue et dont le reste ne serait qu'un écart. Non, pas du tout. Il y a en argumentation des règles très, pas strictes, mais un fonctionnement qui en tout cas est tout à fait identifiable rationnellement et qui n'est pas une part négligeable de la rationalité, parce que
qu'elle n'a pas la contraignance du raisonnement démonstratif. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir, puisque nous avons parlé, comment je vais dire, du logo, c'est de voir l'équivalent pour la rhétorique. Alors, si vous m'avez suivi, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons trouver exactement des mécanismes semblables en rhétorique, c'est-à-dire au niveau des figures. Alors, ça n'a pas l'air sérieux ce que l'on dit, parce que entre les catalogues des figures et les catalogues plus réduits d'arguments, on a le sentiment qu'il n'y a pas de lien, mais il y en a un. Prenons, si vous voulez, les catalogues de figures. Bon. Est-ce qu'il y a des figures prioritaires ou dont la valeur serait exemplaire? Pour Aristote, c'est la métaphore. Pour des auteurs plus tardifs, on pense à Vico ou à Burke aux États-Unis, il y en a 4, c'est la métaphore, la synecdoque, la métonymie, l'ironie. Pour du Marseille-Fontanier, alors là, le catalogue est énorme, ça dépasse la vingtaine de figures, et ces auteurs, bien que séparés d'un siècle, ne sont pas d'accord entre eux. Alors, comment mettre de l'ordre dans les figures, avant de voir le lien, comme je vous propose d'établir, entre la rhétorique et l'argumentation, y compris au niveau des figures? Eh bien, comment mettre de l'ordre? Soyons traditionnels, reprenons comme je l'ai fait avec l'éthos, le pathos et le logos, reprenons les classifications les moins contestées. Les classifications classiques des figures de rhétorique, de ce qui fait la rhétorique, de ce qui fait l'éloquence, c'est au fond de classer les figures en 2 grandes catégories avec des sous-catégories, les figures de langage et les figures de pensée. Dans les figures de langage, il y a des figures de son, les onomatopées, aïe, si j'ai mal, ouf, pour le soulagement, des figures grammaticales, donc toujours de langage, grand tu es, grand tu resteras, c'est une inversion poétique parce que personne ne parle de cette façon, on veut simplement souligner la grandeur de l'interlocuteur en mettant l'adjectif en première position. Puis il y a les tropes. Les tropes, ce sont des figures qui s'interdisent toute lecture littérale. Si je dis Richard est un lion, pour dire Richard est courageux, Richard est un lion ne peut pas avoir de lecture littérale. C'est une métaphore, c'est un trope, alors qu'il y en ait 4 principaux, comme la métaphore, la synecdoque, l'ironie, la métonymie, ou qu'il y en ait une trentaine, peu importe. Le trope, par définition, s'interdit d'une lecture littérale. Et s'il s'interdit d'une lecture littérale, c'est parce que, quelque part, dans la littéralité du propos, il y a quelque chose qui est contradictoire. Reprenons Richard est humain, la métaphore classique. Richard est à la fois un animal et humain, donc il est à la fois X et non X, on se rend bien compte qu'on ne peut pas l'accepter. Si on dit, par exemple, pour une métonymie, Victor Hugo est une grande plume, littéralement, on ne peut pas l'imaginer en Mont-Blanc géant. Non. On veut dire par là que c'est un grand écrivain. Donc, littéralement, on ne peut pas l'accepter. Parfois, c'est plus subtil. Si on dit pour une synecdoque, le français aime le vin, on va me dire, oui, mais c'est vrai. Oui, mais le français n'existe pas. Les Français aiment le vin, ou des Français aiment le vin, mais le français, c'est qui? Donc, on ne peut pas non plus accepter une lecture littérale. L'ironie a posé plus de problèmes, pour reprendre le 4e grand trope, a posé plus de problèmes parce que on peut avoir une lecture littérale. Si je dis c'est malin pour dire c'est idiot, c'est parce que dans le contexte, le c'est malin veut dire le contraire. Donc la lecture littérale est peut-être protectrice, mais elle ne trompe personne. Donc elle n'est quand même pas acceptée. Donc les tropes sont, alors est-ce qu'il y en a 4 ou plus, peu importe. Les tropes sont donc des figures de langage qui ne sont pas, qui ne se prêtent pas à une lecture littérale. Et puis alors, on quitte le langage et on arrive aux figures de pensée. Les figures de pensée, quelles sont-elles? Elles sont, par exemple, la concession, la prétérition. Je ne vous dirai pas que mon opposant est malhonnête, mais vous venez de le dire.
la rétractation, la concession, ou bien, vous qui êtes un spécialiste comme moi, vous serez d'accord pour dire que vous mettez l'autre dans la poche, ou bien, moi qui connais la question, je vais vous dire que. Donc là, vous prenez la position d'autorité. Mais vous avez donc toutes ces figures de pensée, comme la concession, la rétractation, enfin, la diminution, l'amplification, etc. Alors vous allez me dire, bon, alors très bien, acceptons ce catalogue traditionnel, mais présente-t-il une rationalité quelconque? Oui, il en présente une. Quelle est-elle? Eh bien, c'est simple. Plus vous passez des figures de son aux figures de pensée, plus vous êtes dans le problématique. Dans une figure de son, le I, pas de problématicité. La figure de construction grammaticale, grand tu es, grand tu resteras, c'est déjà plus problématique et on veut souligner que la question se pose, mais qu'elle est résolue. Dans le trope, là, on est dans le problématique. Quand on dit Richard est un lion, comme il est X et non X à la fois, la question est sous-jacente, elle est posée. On est presque sollicité à une retraduction. Mais c'est une économie quand même dans la résolution, parce que le trope nous permet de faire l'économie de la réponse qu'on laisse à l'interlocuteur le soin d'inférer. Mais quand c'est encore plus problématique, on ne peut plus le faire. D'où les figures de pensée. On est obligé de soulever la question, de travailler sur la distance, de susciter une complicité, ou au contraire d'augmenter la distance si on veut l'augmenter. Donc la figure de pensée, elle vous dit quelle est la question, même si elle vous dit, écoutez, ça n'est pas vraiment très problématique. Nous ne sommes pas d'accord, mais vous êtes un expert comme moi sur le sujet, vous allez quand même être d'accord pour dire que. Donc, en mettant l'autre dans la poche, vous dites, c'est problématique, mais vous et moi, nous savons bien quelles sont les réponses. Et bien sûr, si on le dit, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, on voit bien que les figures de pensée, c'est là que la rhétorique rejoint peut-être le plus l'argumentation, ce qui faisait dire d'ailleurs à Perelman que les figures de rhétorique de cette nature ont une portée argumentative, parfois oui, parfois non. En tout cas, elles permettent de présenter le problème comme ne se posant plus. Et donc on voit bien que si on doit mentionner malgré tout ce dont il est question, c'est parce qu'on n'a pas pu l'avaler par l'éloquence, le style et d'autres figures. Donc on voit bien qu'il y a un accroissement de problématicité. Donc il y a une rationalité. Mais vous allez me dire, monsieur, très bien, mais je ne comprends pas très bien comment fonctionne à l'intérieur de chaque catégorie la multiplicité des figures qu'on rencontre. C'est vrai que c'est une difficulté, mais là, nous allons voir qu'il y a une autre règle qui va s'appliquer et qui est très intéressante. Parce que c'est là qu'on va retrouver le lien entre la rhétorique et l'argumentation. Une question que je me suis posée, et donc je fais une petite digression argumentative avant de revenir aux figures de style. La question qu'on est en droit de se poser, on anticipe ici la théorie du pathos, qui ne se réduit pas à une théorie des passions, c'est je me suis toujours posé cette question, combien y a-t-il d'auditoires? Combien y a-t-il de réponses possibles d'un auditoire? Vous allez me dire, monsieur, une infinité. Ah non, dans le contenu, oui, pas dans la forme. Il n'y a pas 36 possibilités. Il y en a... soit vous êtes... Donc, on peut prendre tous les cas possibles. Quelqu'un soulève une question, premier cas, silence. Deuxième cas, désintérêt explicite. Deux premiers cas. Ou bien, vous dites, bon, d'accord, la question m'intéresse, je passe à la réponse. Alors là, accord ou désaccord. Si vous avez accord, il peut être explicite ou implicite. Le silence, comme vous savez, est multivoque. Il peut donc signifier l'accord, le désaccord, l'intérêt ou le désintérêt. Il est tout à fait ambivalent. Donc, même chose, donc la réponse, je suis d'accord ou pas d'accord, silence ou pas silence dans les deux cas. Si vous avez un accord ou un désaccord explicite, vous pouvez faire deux choses. Soit vous modifiez le propos de l'autre, soit vous ajoutez. Vous faites, en argumentation, vous faites une inférence, en rhétorique, vous tenez un discours. Donc, si vous faites le total, vous avez 8 types d'auditoires possibles. 8, pas 12, pas 5, 8. Il n'y a que 8 cas possibles.
Maintenant, si on retravaille un petit peu plus, on verra qu'en fait, on en a 4. Fondamentalement, on en a 4, puisqu'on va dire accord, désaccord. Bon, vous êtes, soit on va utiliser des symboles très simples, soit vous êtes d'accord, bon, c'est un égal, alors que ce soit le silence, que ce soit explicite, égal. Soit vous êtes en désaccord, implicite ou explicite, peu importe. Un petit moins. Puis vous modifiez, vous mettez plus ou moins, et si vous ajoutez, vous mettez plus. Vous avez 4 cas possibles. Maintenant, si on veut encore être plus réducteur, comme j'ai essayé de le montrer au début, vous pouvez très bien dire, au fond, dans le logos, on peut toujours dire « je suis d'accord, mais donc vous pouvez dire au fond, il y a 3 cas possibles, parce que l'ajout et la modification, ce sont des formes d'amplification ou d'inférence, donc on a 3 cas possibles. Mais même gardons l'idée qu'il y a 4 cas, qu'il y a 4 grands cas. Vous allez me dire pourquoi? Parce que dans ma théorie, 3, ce serait mieux, puisque au fond, l'ajout et la modification relèvent de la même opération. Plus ou moins ou plus, c'est quand même retravailler la réponse, c'est se situer entre l'identité et la différence. Oui, mais pourquoi je vais garder les 4? Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Noblesse oblige. Aristote déjà, dans la rhétorique comme dans les topiques, nous disait qu'il y en avait 4. Il y a 4 opérations possibles. Et ces 4, il les mentionne au chapitre 23 pour les spécialistes de la rhétorique, et on les retrouve au XXe siècle, seulement au XXe siècle, je crois, on les retrouve dans le groupe Mu. Vous savez, les concurrents belges de Perelman à Liège ont développé, dans les années 70, une rhétorique générale, qui est une rhétorique structurale, dans laquelle ils voulaient réduire toutes les figures de style à une seule, qui était la synecdoque, pourquoi pas. Toutes ces figures se renvoient les unes aux autres, donc on peut prendre la métaphore ou la métonymie ou la synecdoque, ça marchera autant. Et ils avaient dit il y a 4 opérations fondamentales. Donc, bien sûr, la répétition, l'identité, la suppression ou la négation, l'adjonction et la modification. C'est nos 4 opérations qu'avait déjà mentionné Aristote, c'est nos 4 types d'auditoire, c'est nos 4 types de réponses, c'est nos 4 types d'interventions. Et donc, qu'est-ce que l'on voit dans rhétorique? Puisque la question est avalée, les 4 opérations doivent être présentes, puisque l'auditoire, puisqu'elles sont dans le discours. Dans la rhétorique, on l'a dit, à l'inverse de l'argumentation, la question est dans le discours comme étant traitée. Donc vous avez 4 opérations pour ce faire. Et donc vous avez la métaphore qui vous donne l'identité, l'ironie, la contradiction, et entre les deux, vous avez la synecdoque et la métonymie. Voilà pourquoi on a toujours considéré, à tort ou à raison, ces 4 grands tropes, comme disait Bug, comme des master tropes, c'est-à-dire comme des tropes maîtres qui sont au cœur des figures de style, même si vous pouvez vous égayer avec des antonomases et des épanorthoses, c'est très bien, mais ce sont des figures dérivées. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment de voir que ces 4 opérations correspondent aux 4 types d'auditoires qui sont avalés par la rhétorique et que l'argumentation va évidemment laisser ouvert. Quand vous argumentez, vous pouvez être d'accord, vous opposer, ajouter ou modifier. Il n'y a pas 36 types de réactions. Bien sûr, le contenu est variable, mais la grammaire de l'auditoire est une grammaire qui est fixée selon l'écart qui va de l'identité à la différence, et entre les deux, vous avez la modification et l'ajout. D'où les mots oui, je suis d'accord avec vous, mais, etc. Donc, toutes les formes d'amplification, d'atténuation, etc., relèvent de ces opérations de modification ou d'ajout, qui, en argumentation, sont de l'inférence et qui, en rhétorique, ont évidemment leur contrepartie. Et on trouve, si vous voulez, je me suis amusé à faire un petit tableau de types d'arguments et des figures centrales, et on retrouve, et même des lieux, et on retrouve évidemment une parfaite correspondance selon qu'on l'on passe de la rhétorique à l'argumentation. L'exemple le plus connu, c'est évidemment l'identité et l'analogie. L'analogie est un très puissant argument, qui n'est souvent pas probant, mais qui est, eh bien, quand vous trouvez l'équivalent de l'analogie, vous êtes dans la métaphore. Donc, quand vous êtes dans l'opposition, au sens argumenté, vous pouvez passer alors à l'ironie.
qui est une figure de style. Et donc on voit bien que vous pouvez passer de l'argumentation à la rhétorique et inversement, et que vous pouvez le faire en utilisant, en transformant l'identité, la différence et d'autres figures d'ajout, de modification qui sont plus ou moins argumentées ou au contraire plus ou moins stylisées. Et donc on voit bien que ce qui est important de voir, c'est que dans l'argumentation, vous avez une opposition de votre interlocuteur, tandis que dans la rhétorique, vous avalez les réactions possibles par justement ces 4 opérations définies par Aristote, reprises par le groupe Mu, et que nous reprenons pour caractériser les types d'auditoires, et qui seront dans le discours en rhétorique, ou qui seront dans l'auditoire qui questionne véritablement, parce qu'il n'accepte pas qu'on enterre ou qu'on avale ou qu'on escamote la question, qu'on retrouve en rhétorique. Et donc on voit bien qu'il y a une rationalité derrière les figures, comme il y a rationalité derrière les arguments, et que les deux se renvoient les uns aux autres selon une logique, ou plutôt une rationalité à laquelle on n'a peut-être pas pensé, parce qu'on a été accablé par des catalogues qui nous mettaient avec souvent des noms barbares. Les dictionnaires de rhétorique sont souvent très barbares parce qu'ils utilisent des mots savants pour caractériser souvent des figures qui ne s'écartent l'une de l'autre que d'une manière millimétrique. Et en réalité, souvent, on a abordé la rhétorique par ce biais-là. Je pense à un petit que sais-je jadis qui était d'ailleurs pas mal fait, qui avait été fait par un Reboul qui s'appelait La rhétorique et qui parlait de toutes ces figures et qui, et on avait l'impression, il y en a eu des tas d'autres, il y a eu un petit que sais-je sur les figures de style, etc. Et toutes ces figures étaient toujours, si vous voulez, à la fois compliquées et à la fois laissaient un sentiment amer d'arbitraire. Donc c'est très important de pouvoir mettre de l'ordre dans tout cela. Et évidemment, je ne prétends pas vous donner une vision, qui serait la vérité. Je vous dis simplement, si vous êtes d'accord avec mon approche telle que je vous l'ai proposée jusqu'à présent, eh bien, la lecture que je vous fais des figures découle et est cohérente avec cette approche. Et elle nous permet de faire l'économie de catalogues dont l'arbitraire est reconnu. Ici, il n'y a pas d'arbitraire. On voit qu'il y a une logique qui va des figures de son aux figures de pensée. Et l'on voit qu'à l'intérieur de ces figures, vous avez des opérations qui sont au fond des opérations que l'auditoire pourrait faire, mais qu'il ne fait pas en rhétorique parce qu'il est intégré dans le discours. Son questionnement est annulé par la rhétorique, donc il est pris en compte, et par conséquent, on retrouvera des figures qui, dans chaque classe, vont évidemment répondre à ces opérations. Et ces opérations, si elles vous intéressent, vous les trouvez étudiées très bien dans la rhétorique générale du groupe Mu, parce que c'était le cœur même de leur démarche. Moi, mon but n'est pas de faire ça, c'est chaque fois de montrer qu'il y a, si vous voulez, une manière de traiter la problématicité. Elle est soit croissante, et puis quand elle est croissante, ou pas croissante, chaque fois à l'intérieur des figures qui sont dans une position de distance par rapport à autrui, eh bien, vous avez des opérations qui sont toujours les mêmes, qui sont ces 4 opérations, qui sont les opérations que l'auditoire peut effectuer lorsqu'il est confronté à un argument. Alors souvent, quand je dis ça, que ce soit à des étudiants ou à des spécialistes, ils disent comment il n'y a que 4 types d'auditoires. Eh bien oui, il n'y a que 4 types d'auditoires, ou 8 si vous voulez dédoubler, mais 4 types d'auditoires, ou 3 si vous voulez réduire l'ajout et la modification au logos. Il y a 4 types de réponses à un argument donné. Vous êtes d'accord, pas d'accord, ou bien vous ajoutez, ou bien vous modifiez ce qui vous a été dit parce que vous êtes relativement d'accord. Et par conséquent, la marge de manœuvre de l'interlocuteur est relativement fixée.
Donc voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne le logos pour la rhétorique et pour l'argumentation. Plus de détails nous entraîneraient trop loin. Ce que je voudrais maintenant vous dire, c'est qu'une fois qu'on a notre théorie du logos, qu'on a notre théorie des arguments, qu'on a notre théorie de la rhétorique, toujours dans cet esprit à la fois d'unité et de différence, puisqu'on a vu quelle était la différence, il faut évidemment que l'on s'interroge sur quelque chose qui, moi, me semble fondamental, c'est que, et dont on ne parle pas, à mon avis, assez, c'est le fait que l'éthos, l'orateur, ce n'est pas simplement quelqu'un dont les vertus seraient exemplaires, ou dont l'expertise serait reconnue, ou dont l'autorité morale ou non serait tout à fait non problématique. En fait, je me suis demandé, un orateur, il répond, mais il a une stratégie. Il répond, il a une technique, s'il n'est pas dans l'argumentation. Comment un orateur procède-t-il lorsqu'il s'agit de s'adresser à autrui pour manifester sa proximité ou sa distance, puisque c'est ce à quoi sert la rhétorique. Et c'est là qu'il faut réintroduire quelque chose qui, parfois, peut choquer. C'est une théorie des valeurs. Alors, je sais, théorie des valeurs, ça fait pousser les hauts cris, parce qu'on se dit, quand quelqu'un défend les valeurs, il est dans le conservatisme le plus effréné. Les gens qui souvent vous parlent des valeurs, effectivement, ils sont là en brandissant des normes morales dont ils seraient les dépositaires. Eh bien, ce n'est pas du tout ma perspective. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu les théoriciens de la rhétorique aujourd'hui, je trouve même que mon cas est isolé parce qu'il y a une normativité en rhétorique qui date d'Habermas, qu'on retrouve dans l'école d'Amsterdam, et une normativité en rhétorique qui est absolument affligeante. C'est-à-dire que la rhétorique, c'est devenu... J'avais parlé de la matrice des sciences humaines, mais je voulais parler que de choses positives. Maintenant, je parle un tout petit peu d'une chose négative. C'est l'idée que la rhétorique, c'est la nouvelle normativité. C'est une idée qui, comme je l'ai dit, s'enracine dans la pensée de Habermas. C'est l'idée que la rhétorique sert à produire du consensus. Et qui dit consensus, dit quand même mise au pas, idéologique ou... Bon, alors je sais bien que ce qu'il veut, c'est pas ça. Il veut restaurer l'universalisme kantien, mais enfin, on ne va pas s'éterniser sur l'universalisme kantien. Il n'est en lui-même pas défendable. Je reviendrai là-dessus dans la dernière conférence, parce que je pense qu'il y a un lien entre rhétorique et éthique, mais bon, ici je veux simplement dire, je vous décris la rhétorique d'une manière neutre. Donc elle peut produire du consensus, ou elle peut au contraire exprimer le conflit, et sans solution. Donc il n'y a pas une valeur positive au consensus que je lui attribuerais, et le dissentiment serait quelque chose qu'il faudrait fuir. Non, on peut ne pas être d'accord, et ce n'est pas mal. Et le fait d'être d'accord et de créer du consensus, ça ne veut pas dire qu'on est dans le bien, forcément. Donc, je suis très sceptique sur ces théories normatives et qui se sont généralisées, en tout cas dans le monde anglo-saxon, c'est affligeant, parce qu'ils appellent même ça normative dialectic ou normative rhetoric, parce que l'idée, c'est véritablement de savoir comment on arrive à être d'accord avec quelqu'un, ce qui n'est pas forcément le but de la rhétorique. Donc, c'est pour ça que je suis, évidemment, quand on parle de valeur, je ne parle pas de cette théorie, je me rallie en rien à cette théorie normative que je condamne au contraire comme étant réductrice, puisqu'elle laisse de côté tout ce qui est rhétorique littéraire et ce qui relève du dissensus et du différent. Quand je parle de valeur, je parle véritablement des matrices d'identité et de différence qui sont à l'œuvre dans tout groupe. Et c'est véritablement fondamental parce que nous ne pouvons pas discuter, même, je ne parle même pas d'argumenter, sans faire appel à des valeurs. Elles sont sous-jacentes à notre usage du discours, mais pas dans le but de produire du consensus, mais tout simplement dans le fait que
nous ne pouvons pas créer une proximité, une diminution de la distance, ou même l'augmenter sans avoir évidemment des valeurs qui sont communes, ou même sans être communes, qui sont des schèmes d'identification ou des schèmes de différence. Si la rhétorique, c'est un jeu sur l'identité et la différence, il faut bien évidemment que les valeurs modulent l'identité et la différence. Et donc, il nous faut un tableau des valeurs. Mais ce tableau des valeurs, ce n'est pas un tableau du bien et du mal, ce qu'il faut faire et ne pas faire, Non, pas du tout. C'est la manière dont le collectif et l'individuel s'articulent dans nos relations à autrui. Et si vous voulez, nous avons comme tableau des valeurs, et j'en dirai juste quelques mots, et je reviendrai là-dessus la fois prochaine, ce tableau des valeurs est très simple finalement. Il explique qu'au fond, les valeurs, enfin les arguments les plus forts, vous savez, Cicéron, Quintilien, la rhétorique Irénénius parlaient de l'honorable pour aller à l'obscur. Donc il y a toujours eu cette hiérarchie de ce qui est des causes, si vous voulez, ou de la difficulté des causes. Eh bien, aujourd'hui, on parle de valeurs et pas de causes au sens où Cicéron l'entendait. Les valeurs les plus universelles et les plus collectives sont en haut du tableau. C'est celles qui, lorsqu'elles ne sont pas... Enfin, c'est le respect de la vie, c'est le respect des anciens, de la famille. Donc vous avez l'éthos, c'est évidemment le soi, c'est-à-dire la préservation de la vie. Le logos et le pathos, vous avez le logos, c'est la religion dans ce cas-là de description cosmique, et le pathos, c'est justement les liens avec autrui, donc c'est la famille. Et voilà. Donc ces valeurs-là, quand elles sont discutées, elles donnent lieu à tragédie. Alors, c'est les valeurs les plus collectives, les plus universelles. Et puis, si vous allez tout en bas du tableau, vous aurez les opinions individuelles, vous aurez ce qui est le plus individuel. Et il y a donc des stations dans ces valeurs avec un pivot. Et la rationalité est très simple, c'est qu'on va passer donc de valeurs les plus universelles pour l'éthos aux valeurs les plus personnelles, l'intérêt personnel. Et on va passer pour le pathos et pour le logos exactement selon cette même individualisation. Et qu'est-ce que c'est qu'un conflit? C'est quand l'éthos et le pathos ne se correspondent pas. Par exemple, je vais vous prendre un exemple simple. Le long de ces colonnes, vous allez trouver les droits et les devoirs. Mais si mes droits ne sont pas pour vous des devoirs, et si les devoirs pour moi ne correspondent pas à vos droits, il y aura une discussion, il y aura un conflit. Donc, si vous voulez, à chaque stade, vous avez l'éthos et le pathos qui doivent donner la même signification, comme l'envers et l'endroit, à la ligne. Et d'ailleurs, quand on argumente, remarquez-le bien, on saute toujours une ligne, si je puis dire, on invoque toujours quelque chose de plus universel. On invoque la justice, la liberté, l'égalité. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord pour la justice, la liberté et l'égalité, même si personne ne sait exactement ce que l'autre entend par là. Mais on remonte toujours à des principes supérieurs. Donc, quand vous remontez dans le tableau des valeurs, vous avez des prémices argumentatives. C'est de là qu'on les puise, c'est là qu'on les puise. Et plus vous descendez dans l'individuel, et plus vous arrivez dans les passions, dans les émotions. Plus vous êtes dans l'individuel à l'état pur. Et donc, vous voyez, il y a une rationalité dans ce tableau des valeurs. On ne va pas le construire, et je vous le lirai la fois prochaine, mais on ne va pas établir ce tableau d'une manière irrationnelle, comme un catalogue de figures. On va au contraire montrer une rationalité. Et si on part des domaines les plus fondamentaux, eh bien, c'est parce que l'on sait très bien, par exemple, que dans un univers, on va dire, prenons l'univers chinois, le pathos, la famille, la morale confucéenne met l'accent sur cette priorité. On sait bien que dans l'univers grec, c'était davantage l'éthos, avec des conflits qui étaient parfois tragiques, Antigone et Créon. Donc on voit bien que, si vous voulez, on ne peut pas toujours argumenter, mais ces valeurs obéissent à des règles qui vont de l'universel à l'individuel, et plus on descend dans l'individuel, plus ces valeurs sont associées à des émotions et à des passions. Alors,
Merci de m'avoir écouté encore cette fois-ci. Et à la semaine prochaine.